Imaginons un instant la scène. Un moine du XIIIe siècle, vêtu de sa simple robe de bure, qui est soudainement transporté au beau milieu d'un centre commercial ultramoderne. Ouais, un samedi après-midi de forte affluence avec la musique à fond. Exactement. Il observe la foule, il voit des individus courir dans tous les sens avec des sacs de shopping remplis à bord, et il remarque que tout le monde semble complètement hypnotisé par des petits rectangles lumineux. Des rectangles qu'ils tiennent fermement dans la main. C'est ça. Et il regarde comment le succès se mesure aujourd'hui. À la taille des gros SUV sur le parking, au nombre d'abonnés sur les réseaux et au mètre carré des appartements. Et là, au milieu de toute cette frénésie, ce moine s'arrête un instant, il sourit doucement et il prononce une phrase incroyable. L'être humain cherche partout ce qui est déjà en lui-même. Et ce moine, c'était Maître Eckhart. Et il se pourrait bien que ces idées, qui ont pourtant 800 ans, soient l'antidote exact à la plus grande crise psychologique de notre époque, le matérialisme. C'est une image de départ qui pose parfaitement le décor, je trouve. Parce que le contraste est saisissant quand on regarde notre réalité. On n'a jamais possédé autant d'objets. L'humanité a accumulé plus de richesses et de confort que n'importe quelle autre génération avant nous. Mais en parallèle, on voit des niveaux records d'anxiété, de dépression et de solitude. C'est un paradoxe fou. Totalement. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence vitale à examiner cette dissonance. Surtout pour une population très précise qui est touchée de plein fouet aujourd'hui. Les jeunes professionnels confrontés au burn-out. L'épuisement total. Ouais. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de confronter cette philosophie antique à notre matérialisme moderne. On va extraire des textes un plan d'action concret pour échapper au piège de la consommation perpétuelle et retrouver une vraie liberté intérieure. Décortiquons un peu tout ça. Parce que si on regarde la situation en face, le matérialisme aujourd'hui, c'est plus juste une tendance. C'est littéralement devenu une religion mondiale. Avec ses propres commandements. C'est ça, des commandements qui mènent tout droit à l'épuisement. Travailler plus, gagner plus, acheter plus, afficher plus. Et dans ce système, la valeur d'un individu est mesurée uniquement sur des critères externes. Le salaire, la maison, les marques de luxe, la productivité pure. Mais le truc étrange, c'est que plus on cherche le bonheur à travers ses possessions, plus il s'éloigne. C'est ce que les psychologues appellent le tapis roulant hédonique. Oui, on obtient ce qu'on veut, on s'y habitue très vite et le désir se déplace immédiatement sur la prochaine cible. C'est sans fin. J'aime bien comparer ça au fait de boire de l'eau salée pour étancher sa soif. Au début, tu as l'impression de boire, mais ça crée un besoin encore plus violent juste après. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment les neurosciences modernes viennent valider ce comportement. Le cerveau humain, il fonctionne sur des circuits de récompense très anciens qui sont liés à la dopamine. La fameuse hormone du bonheur. Eh bien justement, non. C'est une énorme confusion dans notre culture. La dopamine, ce n'est pas le bonheur, c'est l'anticipation. Ah, l'anticipation ? Exactement. C'est le moteur de la recherche. Chaque achat ou même chaque clic sur une application déclenche un pic d'anticipation. C'est ce qui nous pousse à courir constamment après la nouveauté. Et évidemment, les applications d'achat et les réseaux sociaux sont parfaitement au courant de ça. Ils ne font pas que vendre un produit, ils militarisent cette vulnérabilité de notre cerveau. Ils sont conçus sur mesure pour nous maintenir dans un état de désir permanent. C'est comme si le cerveau disait en boucle juste une chose de plus et le bonheur sera enfin là. Mais cette chose n'arrive jamais. Le sentiment de complétude n'arrive jamais par ce biais. Ce qui nous amène au coût psychologique de tout ça, et c'est là que les recherches du psychologue Tim Kasser font un peu froid dans le dos. Il démontre qu'un mode de vie très matérialiste est fortement corrélé à une anxiété accrue et à beaucoup plus de dépression. Et aussi une baisse spectaculaire de la satisfaction personnelle et de l'empathie. Les relations interpersonnelles deviennent beaucoup plus fragiles. Ce qui est logique au fond, parce que l'identité devient purement externe. Au lieu de se poser la question fondamentale de qui je suis, la société nous pousse à nous demander de quoi j'ai l'air aux yeux des autres. C'est une charge mentale énorme. C'est exactement ça qui fragilise face au burn-out. Quand l'estime de soi dépend du prochain achat ou du regard des autres, on est psychologiquement vulnérable. On donne les clés de sa stabilité à un système extérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on en revient à la solution radicale de notre moine de l'an 1200. Pour Maître Eckhart, le problème, ce n'est pas du tout ce qui nous manque. Le problème, c'est ce à quoi on s'accroche. La gloire, l'argent, notre identité sociale, nos possessions. Le fardeau, ce n'est pas le vide, c'est le trou-plein. C'est pour ça qu'il introduit ce terme génial, la Gelassenheit. Le lâcher-prise en allemand. Voilà le lâcher-prise. Mais il y a une nuance cruciale qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas de fuir le monde ou de jeter toutes ses affaires,
Pas besoin de partir vivre au fond des bois. Non, c'est ça. L'idée, ce n'est pas de rejeter le monde matériel, mais de ne pas être possédé par lui. C'est utiliser l'outil sans que l'outil ne définisse notre valeur. Il y a une petite histoire marrante qui illustre bien ce rapport absurde aux objets. On a tous en tête l'image de la personne qui s'achète le smartphone dernier cri ultra cher et qui est aux anges. Mais 3 mois plus tard, une nouvelle version sort avec des caméras légèrement modifiées. Et soudain, son téléphone actuel lui paraît complètement obsolète. Voilà. Imagine qu'on doive expliquer ce drame émotionnel à notre moine médiéval. Il nous regarderait l'air perplexe et il dirait en truc du genre « Alors la paix intérieure a été échangée contre un appareil photo très légèrement amélioré. » C'est vrai que, vu comme ça, l'échange semble être une escroquerie monumentale. Et face à cette illusion du toujours plus, Eckhart propose une idée vraiment révolutionnaire pour le coup. Le fond de l'âme. Le fameux royaume intérieur. Oui, l'idée qu'il existe en chacun un espace parfaitement silencieux, immobile et surtout intouchable. Intouchable par le succès ou l'échec, par la richesse ou la perte. Même l'opinion d'autrui ne peut pas l'atteindre. C'est seulement là que réside la vraie liberté en fait. Absolument. Tant qu'on cherche la sécurité à l'extérieur dans les choses qu'on peut perdre, on reste fondamentalement en danger. J'aime beaucoup utiliser la métaphore du sac à dos pour visualiser ça. Surtout en lien avec le burn-out. Imaginons qu'on grimpe une montagne avec un sac. Au début, on y met juste l'essentiel. L'eau, la nourriture, des vêtements. Ce qui est normal et nécessaire. Mais en chemin, on commence à y rajouter des trucs. Des gadgets de luxe, des obligations sociales, la pression de maintenir une image parfaite en ligne. Et très vite, le sac devient si lourd qu'il est physiquement impossible de faire un pas de plus. On s'effondre. Et c'est exactement l'anatomie de l'épuisement professionnel moderne. On rajoute du poids sans jamais se poser la bonne question. Est-ce que ce nouvel objet ou ce nouveau statut m'aide à grimper la montagne ou est-ce qu'il me ralentit? Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est frappant de voir que cette vérité traverse complètement les cultures et les époques. Ce n'est pas juste un concept européen du Moyen-Âge. Pas du tout. Lao Tse disait déjà que celui qui sait que c'est assez aura toujours assez. Siddhartha Gautama, le Bouddha, enseignait que la souffrance vient de l'attachement. Et chez les Romains, on a Marc Aurèle qui rappelle que très peu est nécessaire pour une vie heureuse. Le consensus est juste écrasant. La liberté commence là où se termine le désir compulsif. Mais évidemment, notre monde moderne n'a aucun intérêt à ce qu'on comprenne ça. Ah bah c'est sûr, l'économie de l'attention tire un profit gigantesque de notre insatisfaction. La publicité ne fonctionne que si on croit vraiment qu'on est incomplet sans un produit précis. On nous murmure en boucle qu'il nous faut un meilleur corps, une meilleure voiture, une meilleure image. Et c'est là qu'Eckhart Tolle est subversif. Son message affirme que l'être humain est déjà complet. C'est désastreux pour le modèle consumériste, mais c'est tellement salvateur pour contrer l'épuisement mental. Moine, quand on a 60 notifications professionnelles par jour. On a identifié 5 habitudes quotidiennes pour réduire ces distractions. La première, c'est le silence intérieur. Et ça demande juste 10 minutes par jour. 10 minutes sans aucune stimulation. Pas de téléphone, pas de musique, pas de conversation. C'est essentiel pour se reconnecter à ce fond de l'âme dont on parlait. Physiologiquement, ça fait quoi? Ça agit littéralement comme un redémarrage du système nerveux. C'est une pédale de frein naturelle face au stress. Sans ce silence, on reste coincé en mode survie et on surconsomme pour compenser la fatigue. La deuxième habitude, c'est ce qu'on peut appeler l'inversion du désir. C'est un test très simple avant n'importe quel achat. On se pose une question brutale. Est-ce que cela va améliorer ma vie ou flatter mon ego? Et si la réponse, c'est l'ego? Eh bien, on garde son argent, tout simplement. La troisième habitude, ça concerne l'entraînement à la gratitude. Chaque soir, listez 3 choses que l'on possède déjà. Le but, c'est de recabler le cerveau. Au lieu d'être obsédé par la rareté et ce qui manque, on l'entraîne à voir l'abondance. C'est une excellente transition vers la 4e approche, qui est l'expérience minimaliste. L'idée, c'est d'éviter tout achat inutile pendant 30 jours consécutifs. Ce qu'on découvre en faisant ça, c'est que la plupart de nos envies soudaines finissent par disparaître d'elles-mêmes avec le temps. J'adore cette idée que le temps est le prédateur naturel de l'achat impulsif. Si on laisse reposer l'envie, elle s'évapore. Et enfin, le 5e point, l'investissement dans les expériences et les relations. La science est très claire là-dessus. Le vrai sentiment de bonheur n'augmente pas par l'accumulation d'objets. Il augmente via l'amitié, le contact avec la nature, l'apprentissage ou la créativité. Ce sont des choses qui nourrissent l'intérieur, pas l'image extérieure. Si on fait la synthèse de toutes ces notes de recherche, on se rend compte qu'on est face à une redéfinition complète de la vraie richesse. Oui, la véritable richesse aujourd'hui, c'est la clarté d'esprit, c'est la présence à l'autre, c'est la compassion et surtout la liberté face à nos
propres désirs compulsifs. Il y a cette métaphore finale tirée de nos sources qui illustre ça parfaitement. Laquelle? Celle de deux personnes très différentes. L'une possède un manoir immense, rempli d'objets de valeur, mais elle est terrifiée à l'idée de le perdre. Elle fait des insomnies. L'autre vit très simplement dans un petit espace, mais elle dort en paix chaque nuit. Au final, celui qui a besoin de moins est de loin celui qui possède le plus. C'est puissant de terminer là-dessus. Ça montre bien qu'il faut trouver un équilibre entre nos deux époques. La civilisation moderne a appris à construire des objets, des technologies de manière prodigieuse. Mais la sagesse antique, elle, savait construire l'âme. Et l'avenir dépend vraiment de ce mariage, la technologie et le progrès à l'extérieur, mais l'immobilité et la liberté à l'intérieur. Et cela soulève une question essentielle pour clôturer notre discussion. Une idée inédite sur laquelle il faut vraiment méditer. Si la véritable paix vient du détachement total face à la pression sociale, comme le disait Eckhart, Oui. se pourrait-il que l'acte de rébellion le plus puissant aujourd'hui ne soit pas simplement le minimalisme, mais le fait de devenir psychologiquement immunisé contre l'idée même du succès tel que la société le définit? Que se passerait-il concrètement pour l'économie mondiale si toute une génération de jeunes professionnels épuisés décidait du jour au lendemain qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut?